Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation. Je salue à mes côtés Vincent Templard, notre expert médical de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Vous allez bien ? Bien, et puis toujours ravi de vous retrouver. Mais moi aussi. Au sommaire de cette émission, une étude réalisée au synchrotron qui a séduit la fondation Zuckerberg et des nouvelles du dispositif implant cérébral exosquelette d'Alim Louis Benabid, toujours en phase de test à Clinatech. Et puis le dossier ce mois-ci sera consacré au diabète et plus particulièrement au diabète de type 1, particulièrement chez l'enfant. Nous verrons avec nos invités qu'il existe des solutions en matière de pancréas artificielle. Allez, c'est parti. Vue de l'intérieur, utiliser l'imagerie 3D d'organes entiers au niveau de quelques microns, c'est possible grâce au nouveau synchrotron ESRF-EBS de Grenoble, ouvert en août dernier. Le projet Human Organ permet de mieux comprendre l'impact sur les organes de maladies ou virus comme le Covid-19, mais pas seulement, Maxime Lequeux. Depuis l'apparition de la Covid-19, la communauté scientifique se mobilise par tous les moyens pour traiter ou prévenir la maladie. Grenoble, qui accueille désormais le synchrotron le plus puissant au monde, profite de cette technologie pour accélérer la connaissance du fonctionnement du coronavirus. Ce qui a beaucoup changé avec la nouvelle source, ce nouveau synchrotron, c'est la sensibilité pour nous. C'est-à-dire qu'on était déjà capable d'aller voir des toutes petites choses, mais il fallait qu'il y ait un très bon contraste. Avec cette nouvelle source, le contraste est bien meilleur et donc on est capable d'aller voir des détails de l'ordre du micromètre dans un organe complet sans avoir à le découper. Et pour ça, il fallait une sensibilité bien meilleure. Pour l'instant, il n'y a que cette nouvelle source qui permet de le faire dans le monde entier. Grâce à ces nouveaux progrès, un projet de recherche international piloté par Paul Taforo a vu le jour. Cette approche innovante permet d'obtenir une imagerie avec précision sur des organes complets, révélant les dommages causés par la Covid-19 sur les poumons, depuis les principales voies respiratoires jusqu'à la microvascularisation. Le but principal pour l'instant, c'est de progresser sur la connaissance des effets du Covid, et pas que sur les poumons, surtout sur tous les organes, mais à plus grande échelle, c'est également de progresser dans la connaissance du corps humain en général. À l'origine, le corps humain, Paul Taforo le connaît parfaitement, mais dans un tout autre domaine. Alors en fait, moi je suis paléoanthropologue, donc j'étudie l'homme fossile. Et finalement, je faisais de la biologie sur l'homme, la seule différence étant qu'il était fossilisé. C'est-à-dire que les techniques qu'on avait développées pour imager les fossiles, finalement, ça a été la clé qui a permis de développer l'imagerie pour les organes humains jusqu'à ce niveau de précision. L'imagerie des organes humains permet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la compréhension des maladies et des infections. Figurant dans le top 5 sur l'innovation européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes est à la source de ce projet novateur. Tout ce qui peut quelque part permettre d'avancer dans cette crise sanitaire, que ce soit la protection, le dépistage, la vaccination, et puis maintenant les progrès pour pouvoir avoir là, on le voit bien, de l'imagerie, eh bien c'est grâce à l'écosystème grenoblois, ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nouveau synchrotron devrait donner naissance à de nouvelles innovations d'ici peu. 40 millions d'euros d'investissement sont prévus pour les 4 prochaines années. Et ce projet a notamment séduit la fondation Chan Zuckerberg Initiative du créateur de Facebook et son épouse qui lui ont alloué $1 million. C'est un peu le Graal, Vincent, de séduire la fondation Chan Zuckerberg. Finalement, il y a l'argent public, mais on est un peu aussi obligé d'aller le chercher ailleurs, l'argent. Tout à fait, surtout sur des projets de recherche que je vais qualifier quasiment de fondamentaux, quand on est sur de la recherche amont, qui est essentielle pour les développements futurs en termes médicaux, et avoir effectivement être retenu, et j'imagine au bout d'un processus qui est forcément compliqué, où il y a énormément de prétendants par Zuckerberg, et forcément une reconnaissance aussi, au-delà du million qui a été alloué en complément pour les financements. C'est un c'est un très beau coup de projecteur.
sur ce projet-là et sur effectivement la recherche menée au sein de l'ESRF à Grenoble. Alors un projet qui aurait toute sa place sans doute dans la vitrine du créateur de Facebook, c'est celui mené à Clinatech et grâce notamment au travail du professeur Alim Louis Benabid, neurochirurgien grenoblois, l'un des pontes de la neurostimulation. Depuis quelques années, son équipe travaille avec le CEA à Clinatech, donc le bâtiment est d'ailleurs sur le polygone scientifique. Alors son idée, c'est de coupler un implant à la surface du cerveau avec un exosquelette pour faire marcher un paralytique, comme on disait autrefois. Il paraît d'ailleurs qu'il y en a qui se sont essayés il y a fort longtemps. Mais dans ce cas, ça marche. C'est le cas de le dire pour de vrai. Nous avons construit un exosquelette, une espèce d'armure motorisée, robotisée, et qui prend ses ordres à partir d'un système implanté dans le cerveau où des électrodes décodent l'activité du cortex cérébral dans la zone motrice et transforment ça en différentes instructions qui permettent de piloter les 4 membres. Il y a eu en particulier 2 malades qui ont été implantés. Le premier termine à peu près la période de 5 ans de son essai clinique. Le deuxième en est à 2 ans et dans les 2 cas, on a atteint des objectifs qui sont de mobiliser les membres sur commande mentale du malade, sans intervention. Tout est implanté, c'est destiné à être, dans un proche avenir, quelque chose d'ambulatoire, de façon à libérer un peu les malades de leur impossibilité de bouger. On a encore, dans le cadre de ce protocole clinique, l'obligation de traiter encore 2 malades pour finir cet essai. Et le futur ne s'arrête pas là, bien sûr. Il faut encore qu'on assure l'équilibre de la marche, la dextérité de la main pour faire des gestes qui soient utiles aux malades, puisque l'objectif, c'est pas de faire des manips, mais que ça conduise à quelque chose qui soit diffusible et adaptable à un grand nombre de malades. Parce qu'il y a 50 000 tétraplégies en France. Vincent, Alim Louis Benabid, c'est désormais un nom qui retentit au niveau international. Le professeur Benabid est une sommité internationale. Il est souvent cité dans les nobelisables potentiels pour la qualité de ses travaux de recherche qu'il mène depuis des années, et notamment au sein de Clinatech. Clinatech, c'est un lieu comme il n'en existe nulle part ailleurs. C'est un lieu unique. C'est un hôpital qui est délocalisé au sein de laboratoires de recherche, qui est au sein de l'enceinte du CEA. Donc c'est un partenariat CEA, CHU, INSERM, j'en oublie peut-être et ils me pardonneront. Mais c'est donc un hôpital localisé au sein d'une unité de recherche, le CEA, mais où il y a des opérations, les implants qui permettent de commander ces exosquelettes. Les personnes sont opérées au sein de Clinatech. C'est un magnifique outil. Le SRF qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi sur le polygone scientifique. Ces 2 entités, ça souligne vraiment le rôle d'importance de Grenoble ? Ça souligne en tout cas la qualité de la recherche grenobloise avec cet atout qu'a Grenoble de la pluridisciplinarité de l'ensemble des sciences et techniques nécessaires au développement de la recherche et de la recherche en amont fondamentale jusqu'au développement de dispositifs demain innovants. C'est certain que quand on voit le reportage de l'exosquelette et du professeur Benabid aujourd'hui, il indique bien qu'il en est à 2 patients dans un essai clinique, dont un simplement qui termine, le deuxième est pas tout à fait à mi-parcours, qu'il y en a 2 autres qui vont être inclus dans un essai clinique. On se doute bien qu'il y aura encore des années de recherche, de mise au point avant qu'un exosquelette puisse être, vendu à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Mais des avancées derrière sur l'exosquelette bénéficient aussi à d'autres dispositifs médicaux parce que les travaux qui sont menés sur les implants, sur la connectivité, etc., peuvent bénéficier aussi sur d'autres développements. Merci Vincent pour toutes vos explications. On vous retrouve dans un instant avec nos invités. Il va être question de diabète de type 1. De retour dans Check-up avec nos invités que je vous présente dans un instant. Présentation en douceur, mais pas trop sucrée, vous allez comprendre. Nous ont donc rejoint le Dr Clémentine Dupuis, pédiatre au CHU Grenoble-Alpes, pédiatre diabétologue, même pédiatre
endocrino-diabétologue au CHU Grenoble-Alpes. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Amy. Bonjour Amy. Bonjour. Tu as accepté de venir nous parler de ton diabète et on t'en remercie. À côté de toi, ta maman. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez aussi accepté de témoigner de la maladie d'Amy et comment vous vivez au quotidien. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec vous, docteur Dupuis. Il existe en fait plusieurs types de diabète qui relèvent de mécanismes différents. On va plutôt ici se concentrer sur le diabète de type 1, particulièrement chez l'enfant. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer ce qu'est le diabète de type 2 dont on parle de plus en plus ? Alors oui, en effet, le diabète, c'est une maladie qui a pour défaut en commun d'un problème d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est là pour assimiler, transporter et stocker les sucres, qu'on a tous dans le corps pour l'énergie, et c'est un aliment nécessaire et obligatoire pour vivre, puisque c'est le carburant. Et donc, quand il y a un défaut, un problème sur l'insuline, ce sucre se trouve capturé dans la circulation sanguine et ne peut plus circuler et aller dans les stocks. Et donc, on a une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui s'élève anormalement. Donc, en commun de toutes les maladies du diabète, il y a un problème de l'insuline qui fait que le sucre dans le sang est trop élevé. Alors, c'est vrai qu'il y a deux types de diabète principalement, en dehors de très, très rares diabètes. Le premier, dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui avec le diabète de l'enfant, c'est un problème où l'insuline n'est plus fabriquée par le corps, par l'organe qui est le pancréas. Donc l'insuline n'étant plus fabriquée, l'insuline ne peut plus être là pour assimiler le sucre qu'on digère de l'alimentation. Ça, c'est à peu près 10% des diabètes dans le monde, et c'est le diabète dit de type 1, et particulièrement le diabète d'adultes jeunes et beaucoup plus de l'enfant. Donc c'est celui-ci que je sais soigner. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète dit de type 2, qui est beaucoup plus fréquent dans la population, 90% des diabètes. Et ce n'est pas du tout le même mécanisme et ce n'est pas du tout la même maladie. Les personnes qui vivent avec un diabète de type 2 fabriquent encore l'insuline, mais cette insuline ne fonctionne pas, cela par des mécanismes de résistance à l'insuline. Et donc ces personnes doivent vivre avec le diabète et avec un corps qui n'arrive pas à assimiler le sucre malgré le fait qu'il fabrique encore l'insuline. Et donc, le traitement de ces maladies est complètement différent selon qu'on a produit plus d'insuline, comme le diabète de type 1, ou qu'on résiste à l'insuline, le diabète de type 2. Il existe aussi le diabète gestationnel que certaines femmes enceintes peuvent connaître. Oui, alors c'est un diabète très particulier qui n'arrive que pendant la grossesse, parfois qui effectivement nécessite que la femme enceinte fasse attention et parfois aussi se traite par le médicament insuline pendant la grossesse. L'insuline, tout ça, ça se passe au niveau du pancréas ? Alors l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas. Pancréas qui a des petits capteurs justement de sucre, donc il va savoir en permanence dans le sang circulant quel est le taux de sucre, et en fonction du taux de sucre qui circule, va pouvoir activer de décharger un petit peu d'insuline dans le sang, ou au contraire de s'arrêter de décharger du sucre dans le sang afin du coup de prendre en charge ou non le sucre qui est dans le sang pour aller les stocker. Alors, Amy, toi, tu es atteinte par un diabète de type 1. Est-ce que tu peux nous expliquer ta maladie ? C'est quoi pour toi le diabète ? Pour moi, le diabète, c'est une maladie qui est faite à cause du pancréas. Et du coup, on m'injecte de l'insuline pour que je continue à vivre normalement. Voilà. Et tu as 9 ans ? Oui. Et le diabète, ça concerne combien de personnes, ce diabète de type 1 ?
Alors le diabète de type 1 en France, c'est à peu près 10% des 3 500 000 diabétiques, donc à peu près 200-300 000 personnes. Actuellement en France, il y a à peu près 3 000 enfants qui vivent avec le diabète de type 1 et à peu près 2 000 nouveaux patients de 0 à 14 ans par an en France. Amy, est-ce que tu sais pourquoi le diabète s'est arrivé chez toi? Non. Non. Carole Maillet, vous êtes la maman d'Amy. Est-ce qu'il y avait des cas de diabète de type 1 dans votre famille, proche de vous? Pas du tout. Comment Amy a-t-elle été diagnostiquée? Eh ben, nous étions sur une période de vacances scolaires et Amy est partie donc en vacances chez ses grands-parents sur les 15 jours. Nous avions vu un petit peu avant son départ en vacances qu'elle commençait un petit peu à être fatiguée. Elle buvait souvent, trop souvent, mais bon, on ne s'était pas non plus attardé à ça. Et puis pendant les vacances, les deux mamies m'ont alertée en me disant « Elle boit vraiment beaucoup ». À l'époque, elle avait 2 ans. Les couches étaient régulièrement pleines, ça débordait. Très fatiguée. Elle devenait par moments très, très rouge. Donc, à la fin des vacances, on s'est dit on va consulter. Et en effet, on a fait une prise de sang et la maladie est tombée. Docteur Dupuis, sont les cas les plus fréquents, les signes avant-coureurs, cette fatigue, une envie de boire, et ça se diagnostique en général vers les 2 ans aussi? Alors, en effet, c'est vraiment les signes qui doivent alerter les parents et les soignants qui les entourent. Donc, c'est vraiment chez l'enfant et dans le diabète de type 1, la maladie se révèle par une soif et une envie d'aller uriner très souvent. Donc, chez le jeune enfant, qui parfois est déjà propre, il va à nouveau refaire pipi au lit et puis parfois boire beaucoup, mais on ne s'en rend pas forcément compte, ce d'autant qu'ils ont des couches et qu'ils sont plus jeunes. Donc on va s'en rendre compte sur le volume des couches, effectivement, qui est bien plus important. Mais ça, c'est souvent quand déjà le diabète est là depuis quelque temps. Et puis, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'annonces faites autour de la prévention, en tout cas du diagnostic du diabète assez précoce avant qu'il soit très avancé ces dernières années pour justement informer les personnes, les soignants, les médecins, mais aussi les familles, que si son enfant boit beaucoup et fait beaucoup pipi au lit ou au pipi, il faut alerter son médecin et faire des analyses parce que le diabète, ça existe aussi chez l'enfant. Voilà. Est-ce qu'on connaît les causes de diabète de type 1 comme chez Amy? Ah oui, alors le diabète de type 1... Quelle en est l'origine, oui. Alors le diabète de type 1, c'est une maladie qui est bien connue sur son mécanisme de base et on ne sait pas qu'est-ce qui favorise le fait qu'on devienne, qu'on tombe dans la maladie. Mais en tout cas, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune. C'est une maladie où les globules blancs, qui sont les globules qui sont là pour protéger le corps des infections globalement, fait une erreur de cible et ne prend pas ses propres cellules qui fabriquent l'insuline pour des cellules qui lui appartiennent, mais pour des cellules qui ne lui appartiennent pas. Il fait une erreur de cible, il se trompe et il fabrique du coup des anticorps, donc des armes, contre ces cellules et le détruit. Donc en fait, ce sont des patients, des personnes qui, sur quelques semaines, vont avoir une destruction complète des cellules à insuline, ce qu'on appelle les usines à fabriquer l'insuline, qui, en fait, en quelques semaines, quelques mois parfois, vont complètement disparaître et donc vont plus produire l'insuline qui est stockée en permanence pour pouvoir aller, dès qu'un petit peu de sucre arrive dans le sang, stocker ce sucre. On peut naître avec le diabète, il peut se déclarer à 2, 4, 6, 30 ans? Alors, on n'est pas vraiment avec le diabète. Alors, il y a des diabètes néonataux qui sont extrêmement rares, qui sont encore une autre type de maladie. Mais le diabète de type 1 de l'enfant, on voit des enfants qui ont du diabète de type 1 entre l'âge de, on va dire, 9 mois dans les cas extrêmes, mais tous les services en France connaissent des très jeunes enfants de ce type, de cet âge, jusqu'à 18 ans et jusqu'à, en général, pas trop après 45 ans.
Et donc, on ne naît pas vraiment avec le diabète. On peut penser qu'on est avec peut-être une prédisposition de ces globules blancs à être un peu étourdis et faire une erreur à un moment donné. Mais on ne sait pas ce qui fait qu'un jour, ce globule blanc va devenir étourdi et faire cette erreur. Donc, il y a beaucoup de recherches qui tentent à essayer de trouver quelles sont les causes très probablement environnementales. Est-ce que ce sont des infections? Est-ce que ce sont des causes environnementales encore non décelées? Est-ce que c'est le stress? Ce sont les 3 principaux facteurs favorisants qui sont actuellement en cours de discussion. Rien n'a été complètement établi, comme quoi ça doit sûrement être multifactoriel, environnemental et multifactoriel, mais sur le facteur qui déclenche chez une personne éventuellement prédisposée à avoir des globules blancs un peu étourdis, ça, aujourd'hui, à ce jour, ce n'est pas établi. Il n'y a pas de facteur héréditaire? Il n'y a pas complètement de facteur héréditaire. Je vous ai dit qu'on était prédisposé. On a des globules blancs qui sont prédisposés à être étourdis, à peut-être faire cette erreur. Et donc cette prédisposition, bien entendu, elle est pas tout à fait héréditaire. Quand on parle d'hérédité, quand on parlait tout à l'heure du diabète de type 2, là c'est une maladie, le diabète de type 2, qui a une très très forte prévalence héréditaire. C'est-à-dire que quand vous avez un parent diabétique de type 2, vous avez 50% de risque de l'être vous-même, alors que quand on a un diabète de type 1, par exemple Amy, quand elle sera une maman, elle n'aura que 5% de risque d'avoir un enfant avec un diabète de type 1, ce qui est extrêmement faible, 10 fois moins. Ce n'est pas tout à fait la même puissance d'hérédité. Et quand on a un diabète, c'est pour la vie? Quand on a un diabète de type 1? Alors, quand on a un diabète de type 1, pour l'instant, même si la recherche est très forte pour essayer de guérir le diabète, donc cette maladie auto-immune, finalement, essayer de guérir, d'empêcher ces anticorps au moment où ils étaient actifs pour détruire les cellules d'insuline. La recherche avance dans ce domaine. La recherche aussi avance pour éviter ou remplacer les cellules à insuline par d'autres éventuellement qui marcheraient à nouveau, enfin qui marchent et qui ne seraient pas détruites par le corps. Mais actuellement, on ne sait pas guérir aujourd'hui le diabète de type 1. Quelles sont les complications de ce diabète si on ne se soigne pas? Alors, le diabète de type 1, si on ne se soigne pas, on revient 100 ans en arrière. Il y a 100 ans, un peu moins de 100 ans, on découvrait le médicament insuline. On mourait, parce qu'on ne peut pas vivre sans sucre déjà, et donc on ne peut pas vivre sans insuline, puisque c'est la substance qui va permettre à chacun de nous d'utiliser le sucre avec lequel notre corps va fonctionner. La greffe de pancréas, c'est le cas extrême. La greffe de pancréas, c'est un cas effectivement extrême. Il n'est proposé qu'à des patients qui sont, on va dire, en détresse thérapeutique, c'est-à-dire que malgré tous les traitements, ils sont à un risque vital important de décéder, de complications de leur diabète, et qui n'arrivent pas à avoir une vie normale avec ce diabète. Donc c'est vraiment l'extrême urgence, on va dire, thérapeutique, une des dernières possibilités qu'on ne propose pas aux enfants. Pour se soigner, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord connaître sa glycémie tout le temps. Alors pour se soigner, il faut remplacer ce qui manque, c'est-à-dire l'insuline. Donc on va donner de l'insuline médicament qui a beaucoup évolué ces 30-50 dernières années. On a maintenant des insulines qui sont plus efficaces, plus actives, plus rapides. Mais c'est encore pas la nature, c'est pas encore l'insuline naturelle, et donc elle va pas faire le travail de la même façon. On est obligé de la donner par voie injectable à travers la peau, puisqu'on ne peut pas la prendre comme un médicament par la bouche, sinon elle est digérée, elle n'est pas active. Donc on est obligé de se la piquer à travers la peau. Et puis, une fois qu'on l'a injectée, il faut l'injecter avec une dose particulière qui va être dépendante d'une part du poids de la personne,
mais aussi de sa propre sensibilité à l'insuline. Pour les enfants, ça ne fait que évoluer puisqu'ils grandissent. Et puis, on va le donner aussi en fonction des repas que l'on fait, qui, dans une alimentation normale d'un enfant, l'alimentation normale d'un enfant est constituée de sucres qu'on appelle, nous, les glucides. C'est toute cette famille de sucres qui peuvent être des sucres que l'on reconnaît facilement comme les gâteaux, les sucres, les bonbons, mais aussi tous ces sucres cachés dans les féculents, dans les pâtes, le riz, le pain. Alors, aide-moi. Amy, est-ce que tu as le droit de manger des bonbons? Oui. Oui. Ah, mais en fait, tu as parfaitement une vie d'enfant comme les autres, oui. Oui. Carole Maillet, vous avez essayé, c'est ce que vous ont dit les médecins, justement, de ne pas changer grand-chose, que votre enfant ait une vie d'enfant comme tous les autres enfants. Exactement, exactement. C'est vrai qu'Amy, aujourd'hui, n'a pas de régime particulier. C'est souvent la question qu'on nous pose. Donc non, elle n'a pas de régime particulier. Par contre, en effet, comme disait le docteur Dupuis, il faut arriver à calculer tout ce qu'elle mange pour en effet pouvoir dire à sa petite pompe, tiens, il y a ça qui va rentrer dans son corps, donc du coup, on injecte tant. Alors, quand elle était bébé, comment faisiez-vous pour détecter tout ça? Eh bien, nous, elle était bébé, oui, puisqu'elle avait 2 ans. On a appris, tout simplement. Quand la maladie est tombée, nous avons appris à vivre avec le diabète. Donc, nous sommes restés, je crois, un bon mois à l'hôpital pour justement comprendre cette maladie avec notre petit carnet de glucides pour arriver à savoir ce que 3 cuillères de pâtes pouvaient correspondre. Enfin, on a tout un schéma à apprendre, des calculs à faire. C'est vrai que c'est une maladie aujourd'hui qui est... elle n'est pas facile, c'est une maladie qui est contraignante parce qu'il faut la comprendre, en fait, arriver à comprendre tout ce mécanisme, à comprendre les glucides, où est-ce qu'ils sont cachés, justement, dans le sucre, les bonbons, etc., mais pas que. Donc, voilà, nous avons appris tout simplement, et puis à force de vivre avec, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus notre petit carnet, on arrive à l'œil à savoir. Donc, voilà, c'est tout un mécanisme à apprendre. Est-ce que ça existe encore, les petites piqûres sur le doigt pour savoir si le taux de sucre est trop élevé, toucher la petite goutte de sang? Oui. Alors oui, ça existe encore, bien entendu. Ça a été largement utilisé et plusieurs fois par jour, je ne me trompe pas, au moins 6 fois par jour chez les enfants qui ont un diabète jusqu'à il y a 5 ans. À peu près, 4-5 ans. C'est ça. Et puis, sont arrivées des petites nouvelles technologies qui apportent un peu de confort à tous ces jeunes patients et plus vieux, avec ce qu'on appelle des capteurs de glycémie, qui sont des capteurs qui sont posés sur la peau avec un petit filament qui va aller capter le taux de sucre sous la peau, dans la graisse, sous la peau. Et qui reste en permanence sur la peau pendant, selon le capteur, 7, 10 ou 14 jours. Et effectivement, ce sont des capteurs qui ont permis de diminuer un petit peu les petites piques au bout du doigt, qui sont quand même désagréables et qui prennent du temps et qui prennent un peu de charge mentale aussi pour les enfants et puis les plus vieux et les adolescents et puis les parents, quand on parle de tout petit, et donc qui sont nécessaires pour justement savoir d'où on part avant un repas, et après avoir calculé le nombre de grammes de sucre, de glucides qu'il y a dans une assiette, on va, en fonction de son taux de sucre avant le repas et en fonction de ce qu'on a dans l'assiette en glucides, donner proportionnellement une petite dose d'insuline pour qu'elle puisse transporter ce sucre après la digestion dans les stocks. Alors, Amy, tu es en CE2, je crois, donc tu sais bien sûr lire, calculer, compter. Tout ça, tu sais le gérer à peu près toute seule ou... Oui? Oui, je sais le gérer toute seule. Oui. Maman t'aide un petit peu de temps en temps, non? Ça va, elle se débrouille bien? Elle est de plus en plus autonome. Oui, comme vous le disiez, à l'apprentissage de la lecture, des calculs, tout s'apprend. Ils apprennent très vite à cet âge-là. Et elle commence à avoir les vrais bons automatismes. Elle est presque autonome, presque. L'apprentissage de cette maladie pour les enfants tout au long de leur vie, enfin, en tout cas dès le plus jeune âge, comme ça fait aussi partie des soins? Ah oui, tout à fait. Le soin, c'est
très très loin d'être seulement la technique d'injecter de l'insuline ou de mettre une pompe ou de mettre un capteur glycémique ou de faire une glycémie au bout du doigt. C'est surtout l'apprentissage de qu'est-ce que c'est que la maladie, apprendre à gérer, à savoir quels sont les objectifs et pourquoi on se soigne et dans quel but, pourquoi c'est important d'être très rigoureux, parce que si on se trompe ou si on fait un peu trop d'insuline, qu'est-ce qu'il arrive? Je monte en hyper et il faut injecter de l'insuline. Alors, si on fait trop d'insuline, on est en hypoglycémie. Voilà. Et quand on mange trop de sucre et qu'on n'a pas donné assez d'insuline, c'est là que on monte en hyper. On est en hyperglycémie. Tout alors, à fait. on voit Amy, c'est une très bonne élève. Alors pour aider Amy et bien d'autres, il existe aujourd'hui des pancréas artificiels. Il y en a même qui sont installés par le CHU Grenoble-Alpes. On va regarder le reportage de Lilian Veillé. Alexandra est diabétique depuis ses 18 mois. Sujette à des variations importantes de glycémie, le taux de sucre présent dans le sang, elle a décidé de changer de monitoring. J'avais régulièrement des réveils nocturnes parce que ma glycémie bougeait. Donc là, en fait, ça va me permettre de l'ajustement plus fin de la quantité d'insuline délivrée et donc d'avoir moins de variations et donc moins de réveils. Ce type de diabète hautement instable toucherait près de 6000 personnes en France. À agir à domicile à Mélan, Alexandra est venue tester un nouvel appareil appelé pancréas artificiel. Le système il est composé d'une pompe à insuline qui va injecter de l'insuline en sous-cutané au patient et d'un capteur qui va permettre de mesurer sa glycémie. Ce système avec pompe et capteur n'est pas nouveau, mais ce qui change, c'est qu'on a rajouté un algorithme de régulation de la glycémie. C'est une réelle innovation thérapeutique. Ces patients qui sont actuellement en situation de gestion permanente de leur diabète vont pouvoir complètement se reposer sur ce système qui va automatiquement réguler leur glycémie. Et voilà, et le capteur est posé. Le capteur détecte le taux de glucose dans le sang toutes les 5 minutes et la pompe injecte automatiquement les doses d'insuline. Alexandra passe donc d'un système en boucle ouverte où c'est elle qui prend la décision de se donner de l'insuline à un dispositif en boucle fermée où c'est la pompe qui prend cette décision. Là, c'est la pompe en boucle ouverte. Agir à domicile pose ce genre de dispositif depuis décembre dernier. Le système reste en boucle ouverte pendant une semaine pour que l'algorithme soit calibré sur le métabolisme d'Alexandra avant d'être définitivement fermé au CHU. Ça y est, la boucle est fermée et j'espère diminuer ma charge mentale grâce à ce système et que les yo-yo glycémiques soient beaucoup moins importants. Des points réguliers seront faits avec les spécialistes pour adapter au mieux le système, qui est en fait semi-automatique car la patiente doit toujours intervenir au moment des repas. La pompe, elle ne peut pas prévoir ce que vous allez manger. Et donc, c'est extrêmement important pour que la boucle fermée fonctionne, que vous calculiez bien le nombre de glucides que vous ingérez. Alexandra devra donc scanner sa glycémie 3 fois par jour au lieu de 15 habituellement. Une sacrée réduction de la charge mentale qui devrait en plus lui assurer un bon équilibre glycémique. Seul souci encore à régler, le prix. Pour l'instant, ce type de pancréas artificiel n'est pas remboursé par la sécurité sociale, même si certains dispositifs de boucle fermée commencent à obtenir des remboursements et seront certainement commercialisés dans l'année. Alors Amy, c'est ce genre de pompe qui a été installé aussi pour toi? Oui. Oui. Alors qu'est-ce que ça a changé pour toi aujourd'hui? Comment tu te surveilles? Je me surveille bien. Si c'est trop bas, j'injecte. Si c'est trop bas, je mange du sucre. J'y pense moins parce que ça injecte de l'insuline toute seule quand je suis haute. Donc ça a un petit peu changé ta vie quand même? Oui. Oui, tu y penses moins souvent. Carole Maillet, ça a changé la vie d'Amy, la vôtre aussi? Oui, ça a été vraiment une petite révolution. C'est exactement ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est la charge mentale qui est allégée. C'est vrai qu'on fait confiance à la pompe et la pompe travaille beaucoup toute seule. C'est toutes des interventions que l'on avait nous avant et maintenant c'est la pompe qui gère toute seule. Donc c'est un lâcher-prise qui est énorme et notamment la nuit où nous on avait beaucoup de mal à faire des nuits complètes et aujourd'hui
Parce que le corps, il fonctionne jour et nuit et qu'il oui. pouvait y avoir des alertes à ce moment-là. Exactement. Et puis quand on n'avait pas encore ce système en boucle fermée, on se disait tiens, je vais aller voir comment elle est justement, parce que est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse. Donc voilà, on avait toujours une oreille ou un œil qui se disait bon, allez, j'y vais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la charge mentale, c'est une petite révolution pour nous. Est-ce que ça a vraiment changé la vie des patients? On le voit, c'est ce que vous avez constaté aussi, même si la pompe, elle ne peut pas tout faire. Il faut quand même lui indiquer quelque chose. Alors c'est sûr que les patients jusqu'ici portaient bien des capteurs, portaient bien des pompes qui, il faut le dire, commençaient à être assez avancées et un peu plus confortables que déjà les injections sous-cutanées et plus précises aussi. Là, la vraie révolution, c'est qu'au lieu d'avoir le cerveau de l'enfant ou des parents pour les jeunes enfants, entre le capteur et la pompe et au moment de tous les moments entre les repas, parce que ça, c'est encore des moments où on a besoin de son cerveau pour renseigner la pompe de ce que l'on va manger. Mais en dehors de ces moments, c'est vrai que c'est ce qu'on attendait. Et pour les quelques patients qui ont eu la chance de pouvoir tester ce dispositif depuis décembre, la vraie réponse, elle est celle des parents qui nous disent qu'ils ont diminué leur charge mentale et qu'on s'est extrêmement, extrêmement élevé chez les parents d'enfants diabétiques et chez les personnes avec un diabète qui souhaitent bien se soigner. Et c'est un vrai marathon de tous les jours. Il y a différents projets de dispositifs de boucle fermée aujourd'hui qui sont en train de se préparer, j'allais dire. Il y a plusieurs industriels qui travaillent sur des dispositifs de ce qu'on appelle les boucles fermées. Actuellement, il y en a, on va dire, 3 qui sont très proches d'être proposés aux patients dans le soin courant. On attend avec grande impatience et jamais assez rapidement, bien entendu, le remboursement, l'acceptation du remboursement de 3 systèmes qui sont déjà efficaces, qui fonctionnent, qui ont été testés, qui sont déjà d'ailleurs en soins courants dans certains pays dans le monde. Et avec d'autres systèmes de santé. Et en France, on attend que notre ministère décide de quel tarif va bénéficier ces nouveaux dispositifs. Et c'est ça qui fait que tous les patients sont en grande attente de ces nouveaux dispositifs. Alors du coup, comme ça existe, c'est vrai que c'est difficile d'attendre quand on a toute cette charge mentale. Ce qui est bien avec ces dispositifs, c'est que ça a aussi permis de mettre plus facilement en place la télésurveillance. Alors, la télésurveillance, c'est le patient est chez lui, à l'autre bout du fil, une infirmière, chacun avec un écran d'ordinateur. Petite explication. La télésurveillance permet déjà de suivre les courbes des patients par semaine. Une fois par semaine, donc, on regarde les courbes qui permettent de donner des indications sur leur équilibre. La télésurveillance permet aussi du coup d'avoir des conseils rapprochés entre les rendez-vous avec les médecins qui sont plutôt tous les 6 mois, voire 1 an. Il y a souvent une peur de l'hypoglycémie qui est souvent présente aussi de par les patients. Donc c'est leur montrer que finalement, même en modifiant les doses d'insuline, on arrive à ne pas faire d'hypoglycémie, à les ressentir. C'est reprendre confiance en eux. C'est vraiment une grosse part qui permet après d'être autonome dans la gestion et de pouvoir adapter quelle que soit la situation. Ça fait quelques années déjà que c'est en place. Là, c'était donc une patiente diabétique type 1 qui est traitée par pompe sous-cutanée à insuline. C'est une patiente qui avait des hémoglobines glyquées très hautes jusqu'à présent, avec une grosse peur de l'hypoglycémie. Et au jour d'aujourd'hui, là, elle a une hémoglobine qui est à 7,6%, donc qui revient dans ses objectifs. La peur de l'hypoglycémie est beaucoup moins présente. Et elle accepte de faire des doses d'insuline du coup beaucoup plus importantes. Donc du coup, on est en train de vraiment progresser avec cette patiente. Toutes ces techniques, ça diminue la charge mentale, mais ça permet aussi d'être mieux soigné de façon plus précise, plus fiable.
Alors, ce que ça nous a démontré effectivement dans les études, c'est que tous ces nouveaux dispositifs pour les patients qui souhaitent le porter, parce qu'il faut quand même... voilà, chez l'enfant, en France, à peu près 60% des enfants sont sous pompe, mais 40% ne veulent pas porter de pompe ou n'ont pas accès, ou en tout cas, certains ne veulent pas de pompe parce que c'est quand même un dispositif à porter sur soi. Pour cela, effectivement, ce que nous montrent les nouvelles boucles fermées, c'est que prenant une décision tous les 3 minutes du débit d'insuline à donner, à délivrer au patient, bien sûr, il va faire beaucoup mieux que des enfants, des patients ou des parents qui vont prendre des décisions, même parfois 10 ou 15 fois dans la journée, mais ça ne sera pas tous les 3 minutes. Et du coup, ça, bien entendu, ça va permettre ça permet d'avoir un meilleur équilibre et d'être plus longtemps et plus souvent dans la cible qui est... Petite dose plus fréquente et donc de rester dans un range qui soit... plus petite dose, c'est une bonne remarque. Effectivement, on a remarqué qu'il y a un petit peu moins d'insuline, mais qui s'est répartie un petit peu différemment que ce qu'on faisait avant avec les pompes non connectées au capteur. Et du coup, effectivement, des plus petites doses et parfois plus souvent des corrections parce que la glycémie, le taux de sucre il monte parce que la vraie vie c'est pas des courbes plates et des enfants qui courent, qui mangent, qui sont stressés. La glycémie elle varie pas uniquement par des mécanismes très évidents et très rationnels parfois. Et Amy, cette pompe, tu sais si tu vas la garder longtemps ? Je pense que oui, je sais pas. Mais... on va demander au docteur Dupuis alors. Est-ce que cette pompe, elle va la garder longtemps ? Alors, on va dire l'entreprise qui a proposé à Amy et aux patients au CHU de Grenoble d'équiper les patients nous a promis qu'une fois qu'ils l'auront testée, ils la garderont jusqu'au remboursement s'ils le souhaitent. Bon, très bien. Et puis on insistera un petit peu s'il le faut. Tu pars en vacances, tu fais tout ce que tu veux, tu fais du sport ? Oui, je fais du foot et je pars en vacances chez ma mamie. Et ouais, oui. Il y a rien que tu auras envie de faire que tu peux pas faire en fait. Non. Non. À part parfois aller dormir chez des copines. Ah, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais peut-être avec la pompe ça va aller mieux. Oui, ouais. On a de bons espoirs. Bon voilà, pour 2021, on croise les doigts. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir éclairés sur ce diabète de type 1. Merci d'avoir témoigné. C'est important pour mieux comprendre aussi la maladie, puis voir qu'on peut vivre avec et que Amy a l'air parfaitement heureuse. Merci beaucoup Vincent. Vous pouvez suivre ce check-up le mardi à 13h, le samedi à 17h et en replay sur télégrenoble.net. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.